M. Seguin affronte, ça n'est pas le loup, c'est la mort. Et elle passe sa vie à gambader contre la mort, à manger les fleurs délicieuses de la montagne, puis à la fin, le loup gagne, c'est-à-dire la figure de la fatalité. Et la montagne, c'est pareil. Effectivement, on grimpe pour se prouver à soi-même que le temps n'a pas de prise sur nous, que nos articulations, nos rotules, nos genoux, notre dos, pardon, peuvent nous porter jusqu'au bout, même si parfois on cale, parce que la difficulté est trop grande. Effectivement, on gagne son combat contre le temps en montant, et j'ouvre le livre en racontant l'histoire que j'ai eue avec un ami suisse qui s'appelle Serge Michel, et on a grimpé le mont Tabor dans le massif des Écrins, qui n'est pas une montagne très difficile, ça monte à 3200 mètres. Mais il se trouve que ce jour-là, j'ai sué parce qu'il faisait très chaud, parce qu'il y avait des névés, des cailloux. Et en arrivant en haut, le sommet il y avait une chapelle, puisque c'est un lieu de pèlerinage des catholiques. Il y avait des drapeaux tibétains partout. Et il m'a dit, ça y est, tu as passé le test du cocotier. Je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ben, dans certaines tribus, on fait grimper le cocotier aux personnes âgées, hommes ou femmes, on secoue le cocotier et celles qui tombent sont jetées dans la jungle, celles qui tiennent bon peuvent encore rester dans la tribu. Et donc, c'était il y a 3 ans, et depuis 3 ans, inlassablement, je me dis, je me fais mon cocotier. C'est une manière pour moi de réunir 2 arbres tout à fait antithétiques, le sapin et le palmier. Et vous citez Norbert Bobbio dans ces mots que je trouve formidables. Il dit « Je cours à ma perte, là où je cesse de courir, là est ma perte. » Oui, alors Roberto Bobbio, c'est donc un philosophe italien de gauche, et cette phrase, je la trouve extraordinaire. « Je cours à ma perte, là où je cesse de courir, là est ma perte », parce que ça engage vraiment toute une philosophie de l'âge moyen, et même du grand âge, c'est-à-dire que traditionnellement, dans la philosophie occidentale, et notamment depuis le livre de Cicéron sur la vieillesse, la vieillesse est associée à la sagesse, au repos, à la tranquillité de l'âme. D'ailleurs, ce précepte n'a pas été suivi par Cicéron, puisqu'il n'a rien trouvé de mieux à un âge très avancé d'épouser une jeune fille de 16 ans, qui est devenue sa maîtresse et sa femme ensuite. Mais ce que nous dit Bobbio est évidemment beaucoup plus fort, c'est que si on commence petit à petit à changer de vie, à adopter les gestes d'une sagesse qui est l'autre nom du renoncement, eh bien on mourra avant terme. Et donc le grand défi, c'est de ne pas mourir avant le terme ultime. Hein, c'est la phrase de Pollan, « J'espère rester vivant jusqu'à ma mort ». Et développer cette idée qui est contre la doxa habituelle, effectivement, qui consiste à dire que la vraie défaite, c'est dans l'extinction des convoitises. Oui. Il faut garder une certaine insécurité, une certaine intranquillité pour pouvoir continuer à vivre vraiment jusqu'au moment où c'est fini. Oui, voilà, c'est-à-dire que l'idéologie dominante assimile l'âge avec l'extinction des convoitises. Et les convoitises, c'est pas simplement les convoitises amoureuses, celles-là évidemment sont fondamentales, et là aussi, si on renonce à ce type de plaisir, eh bien on ampute la vie d'une grande partie de sa séduction. Mais c'est l'appétit de vivre en tant que tel. C'est l'envie de voyager, l'envie de se cultiver, l'envie de continuer à avoir une activité, si on veut continuer à travailler, évidemment. Et donc, assimiler le vieillissement avec l'idée d'une flamme qui s'éteint petit à petit, c'est hâter la mort de la bougie. Alors là, si effectivement vous pensez que en vous levant le matin, ceci est le premier jour du reste de ma vie, vous savez, c'est une fameuse phrase que j'ai entendue dans les années 70 à Berkeley, et ça m'a fait froid dans le dos, parce que c'est totalement vrai, mais effectivement, si on commence à penser qu'on a la vie derrière soi, on risque de ne pas vivre pleinement les jours qui nous restent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la flamme s'éteigne avant que la bougie soit consumée.
Oui, voilà. Exactement, vous l'avez mieux dit que moi. Il faut maintenir la bougie en état de fonctionnement jusqu'au terme, parce que de toute façon, elle va s'éteindre. Mais il ne dépend pas de nous que la bougie se consume, il dépend de nous, en revanche, que nous la maintenions allumée jusqu'au bout. Et moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été horrifié par la vision des maisons de retraite, où j'allais visiter mes grands-parents ou des amis de la famille, et je me suis juré de ne jamais succomber à ça. Alors, bon, chacun a son idéal, ou chacun a ses allergies. Mais donc pour moi, quand je vais en montagne, je me dis, je n'ai pas vaincu la mort, mais j'ai peut-être réussi à vaincre un peu la marche inexorable du temps en crapahutant sur les cimes, et avec d'autres qui, comme moi, mènent le même combat de façon très inégale. Alors, à ce propos, moi je voudrais que vous lisiez un petit passage, parce qu'effectivement, comme vous, il y a un certain nombre de personnes qui aiment beaucoup la montagne, qui se rendent en montagne, et puis de temps en temps, il y en a un petit peu beaucoup, qui n'ont pas tous les mêmes objectifs. Et là, il y a un petit passage que je trouve vraiment délicieux, et j'aurais bien aimé que vous lisiez à partir de là jusqu'à la page suivante. Ah oui, c'est sur les sports en montagne. D'autres pratiques s'ajoutent à celles-là, telles le trail ou le VTT, qui ont pour conséquence de ressusciter les conditions d'un trottoir encombré en altitude. Le marcheur est ainsi doublé sur des sentes minuscules par des hommes ou des femmes sanglés dans des tenues fluo, une pipette à la bouche qui tête en permanence et qui surgissent derrière lui à l'improviste. Sans compter les cyclistes casqués qui passent en trombe au risque de le percuter. Ne manquent que les trottinettes et les quads. Le populo se pousse en râlant, vaguement jaloux de ces gymnastes suants et odorants, qui montent ou descendent, ne regardent rien, se préparent pour d'imaginaires exploits. Ils vous sèchent sur la distance et pestent contre les cheminots laborieux que vous incarnez. Ils se veulent aériens, indifférents au dénivelé, aux cailloux qui encombrent les pistes. Le trail, discipline annexe du running, entre guillemets, comme on dit désormais en franglais, traduit en d'autres choses la démocratisation de l'excès, l'orgueil de dominer les forces de la pesanteur, de parcourir promptement ce que le commun des mortels couvre en de longues heures. Et l'ultra-trail du Mont Blanc à la fin de l'été à Chamonix lance à l'assaut des pentes toute une meute de craques et de cadors qui trottent et galopent. L'hyper-individualiste de la compétition est pris dans le grégarisme de la vélocité. Alors, pour vous dire que il y a 2 ans, j'étais avec un guide, on faisait une petite montagne au-dessus d'Annecy, puis on a été doublé par un ultra-trailer, très mince, magnifique, avec son chien, qui avait un petit chien, qu'il portait dans ses bras, donc ça redoublait l'effort, et puis un quart d'heure plus tard, on entend des hurlements de chiens, et on le voit réfugié en haut d'un rocher avec son toutou dans les bras, et au pied du rocher, il y avait un patou. Et il se trouve que les patous sont ces gros chiens de berger qui pèsent 90 kg et qui sont extrêmement susceptibles. Si vous les regardez dans les yeux et que vous sautez à la gorge, c'est un peu comme des caïds de banlieue. Il faut avoir manifesté un grand respect à leur égard. Et donc, le patou n'avait pas du tout supporté qu'un autre chien vienne s'infiltrer dans sa garde du troupeau. Et c'est le guide qui a libéré l'ultra-trailer, qui tremblotait en transpirant. Et le petit chien est évidemment, c'est affreux parce qu'il y a souvent des chiens urbains qui sont tués d'un coup par dévorés ou tués tout simplement parce que le patou ne mange pas des chiens, il n'en est pas là. C'était une revanche absurde. On s'est délecté bêtement, lui et moi, de cette petite revanche. On a conseillé à l'ultra-trailer de ne pas traîner avec ces chiens pomadés et bien élevés sur les sommets. Alors, il y a encore 2 petits passages que je voudrais citer parce qu'ils sont trop délicieux aux oreilles de l'Helvète que je suis. Le premier, c'est Tartarin dans les Alpes. Alors, à Tartarin qui lui objecte, à Gonzague Bompard, qui lui objecte l'existence de crevasses, l'homme rétorque qu'il y a toujours en bas de chaque crevasse, qu'on connaît en Suisse,
un portier, un chasseur, quelqu'un qui vous relève, vous brosse, vous secoue et gracieusement s'informe. Monsieur n'a pas de bagage. Parce que le génie d'Alphonse Daudet, donc il a fait plusieurs tartarins, mais il a fait un tartarin qui se passe dans les Alpes. Pour Alphonse Daudet, la Suisse n'existe pas. La Suisse est un décor de cinéma, un peu comme Hollywood en fait maintenant. Et donc, si la Suisse attire tant de touristes anglais et américains, mais surtout anglais à l'époque, c'est tout simplement parce que le syndicat du tourisme suisse a organisé des fausses escalades, et la Jungfrau est évidemment une montagne en carton-pâte, et si on tombe, ça n'est pas grave puisqu'il y a un portier qui vous ramène. Mais les banques sont réelles. Mais les banques sont réelles. Ah, oui, c'est l'essentiel. Oui, et puis alors, autre chose qui me ravit, alors ça c'est vos mots, il dit vision folle, je le sais, mais qui se traduit, donc vous arrivez en Suisse, mais qui se traduit pour moi, à peine la frontière franchie, par une légèreté d'esprit. Alors ça, je dois dire qu'en tant que Suisse, j'étais ravi d'apprendre qu'il y avait chez nous cette légèreté d'esprit. C'est pas vraiment... Disons que c'était une surprise, une bonne surprise. Oui, alors bon, évidemment, c'est un rapport très particulier à la Suisse, puisque là encore, je ne vois pas la Suisse en tant qu'adulte, mais en tant tel que l'enfant que j'ai été. C'est un pays où je vais très souvent, et j'ai ce sentiment absurde quand je passe la frontière, et c'est rien la frontière entre la France et la Suisse. C'est immatériel, surtout en TGV, et tout d'un coup, je suis dans un autre monde. Je ne suis plus en Europe, je ne suis plus en France, les gens sont aimables. Donc, pour moi, c'est une transformation, c'est une métamorphose. Ils ont cet accent chantant qui me ravit. Et puis, dès que j'arrive en Suisse, la première chose que je fais, été comme hiver, je prends un chocolat chaud. Et donc, j'avale mon bol d'helvétitude. Et donc, je suis provisoirement doté d'un passeport, d'un visa de transit. Je peux rester dans le pays. Mais effectivement, pour moi, la Suisse reste un pays étranger. Profondément, c'est une étrangeté presque métaphysique. Ça n'est pas l'Allemagne, ça n'est pas l'Italie. C'est le pays où tout d'un coup, j'ai le sentiment idiot, mais réel, de sortir de l'histoire. C'est le paradis de l'enfance. C'est le paradis de l'enfance, voilà, qui revient et qui est très, très agréable à ressentir parce que ça nimbe tous les événements d'une sorte d'aura et j'ai l'impression d'être invulnérable en Suisse, ce qui est absurde. Mais bon, la vie est faite d'absurdités qui nous permettent de continuer jour après jour. De continuer d'avoir des envies. Et puis, dans ce livre qui est vraiment, qui touche à beaucoup de sujets, il y a un certain nombre de sujets de société que vous abordez, et en particulier le rapport aux animaux, cette idée de repeupler la nature de loups. Vous citez une ancienne ministre qui parle de nomicide, d'un retour à la vie naturelle qui est une sorte de domestication absurde. Dites-en un mot. Alors oui, quand j'étais enfant, on aimait aller en Autriche ou en Allemagne ou en Suisse parce qu'il y avait des animaux. Quand on prenait les téléphériques, ou même quand j'ai vécu dans le Fort Albert, je me souviens que les chamois venaient l'hiver. À l'époque, il y avait des hivers extrêmement froids, moins 20, moins 25 pendant un mois. Donc les bêtes venaient chercher du fourrage et il y avait des animaux qu'on ne voyait plus en France parce que les Français avaient tué toutes les espèces sauvages. Et maintenant on repeuple nos massifs et ça je m'en félicite. On voit des bouquetins, des mouflons, des gypaètes, des aigles. Donc ça c'est quelque chose d'assez magique. Voilà, pour le citadin que je suis. Et même les loups, mais effectivement comme vous le savez, le loup pose de vrais problèmes. Et donc j'ai été souvent dans le Mercantour, j'ai parlé avec des bergers aussi dans le massif des Écrins, en Briançonnais. Et pour les bergers, le retour du loup n'est pas une bonne nouvelle. Et il y a vraiment deux mentalités qui s'opposent en chacun. C'est le citadin que je suis rêve de voir des loups. Alors des loups, j'en ai vu en Roumanie, j'en ai vu dans le Wyoming, j'en ai vu en Pologne, mais je n'ai jamais vu la queue d'un loup en France. En revanche, j'ai vu beaucoup de moutons égorgés par les loups. Puisque quand une meute passe, elle ne mange pas tout, elle aime bien marquer son territoire, et donc souvent, il tue des moutons, et il les laisse là comme un vestige, comme un signe de guerre ou de victoire. Et donc, je suis très partagé sur les loups, parce que je rêve d'en voir. Il m'a semblé en voir 3 sur une route des Aravis, à mois de janvier, à 11h du soir. Je ne suis pas sûr que c'était des loups, tout simplement,
des chamois dont je ne peux pas le dire, ils ne se sont pas présentés, ne se sont pas arrêtés, ne m'ont pas fait un signe. J'étais avec ma compagne, on s'est dit mais c'est des loups. Bon bref, mais d'une part il y a le côté mythologique de cette bête qui revient maintenant depuis 30 ans, depuis les Abruzzes en Italie, et qui évidemment charrie avec elle toute une mythologie médiévale. Et puis il y a la survie de la transhumance. Il y a ce combat féroce entre les écologistes qui veulent réinstaurer une vie sauvage à l'intérieur d'un monde civilisé. Et cette collision de la sauvagerie du loup, mais pas simplement du loup, pensons aux autres espèces proliférantes comme les sangliers, les cerfs, les chevreuils qui maintenant débordent sur les villes. Commettent des dégâts. Commettent des dégâts. Cette collision des deux mondes va poser des problèmes insurmontables à une époque où en plus les écologistes réclament l'interdiction de la chasse. Donc s'il y a l'interdiction de la chasse, qui va tuer les sangliers sur les mers? Je rappelle que les sangliers sont sur les plages de la Riviera, de notre littoral. On a même vu un sanglier coincé dans un casque de coiffeur dans un salon. C'était à Nice, un petit marcassin qui était tout affolé. Il n'en demandait pas tant. Il demandait peut-être une petite coupe, mais pas... Enfin bon, bref, toujours est-il que... voilà, et donc notre régulation de la faune sauvage, qui a failli disparaître, est un vrai problème, et où les pouvoirs publics sont à la fois juges et partis. Ouais. Avant de terminer, je voudrais quand même, du fait que cette montagne, finalement, c'est vraiment la vie, c'est vraiment un cadre englobant. Et un des événements que vous racontez, je voudrais que vous le racontiez maintenant, qui incarne vraiment la tragédie grecque dans la montagne, c'est l'aventure de Joyce Simpson. Oui, alors je vais la raconter, effectivement, donc ça fait partie de ces grandes tragédies montagnardes qui sont extraordinaires. Donc c'est un alpiniste anglais, écrivain, qui monte avec une équipe, alors je ne sais pas s'il faisait le K2, enfin une des grandes montagnes de l'Himalaya, le Kanchenjunga, qui monte avec donc son meilleur ami, et puis des Sherpas. Ils arrivent au sommet triomphalement, et dans la redescente, ils sont pris par une tempête de neige. Et là, l'auteur, Joyce Simpson, fait une chute et se brise une jambe. Et donc, il pend au bout d'une corde, il est assommé par la chute, et au-dessus de lui, son ami, qui l'assure, tire sur la corde, ce qui veut dire, dans le langage montagnard, c'est-à-dire est-ce que tu réponds? Personne ne répond. Il attend, et il dit, bon, ben là, il est sans doute mort. Et il coupe la corde en disant, ben, je vais sauver ma peau, je vais le laisser partir. Comme l'aurait fait n'importe quel, sans doute, n'importe qui d'autre. Et en réalité, c'est cet homme qui a la jambe brisée et qui a été abandonné par son ami, tombe, fait une longue chute ensuite dans une crevasse. C'est un gigantesque labyrinthe de glace où il se retrouve. Il souffre, il a très très mal à sa jambe, mais il n'a pas perdu complètement connaissance, et il rampe dans un boyau. Il rampe pendant 2 jours. Il boit l'eau, il boit la neige, il boit la glace. Il n'a rien à manger. Et puis, par un miracle qui est extraordinaire, et l'histoire est absolument vraie, il débouche en plein air sur la moraine, c'est-à-dire sur la fin du glacier, où le camp de base est installé. Et donc, il rampe 2 jours après, il entend des voix, et il sent une odeur de feu, et au même moment, les Sherpas et l'ami qui a coupé la corde sont en train de partir, et sans doute par remords ou mauvaise conscience, ils ont brûlé toutes les affaires de celui qu'ils croyaient mort. Et à ce moment-là, ils voient ressurgir cet homme comme un spectre, voilà, qui vient d'outre-tombe, qui demande leur aide. Et là, ils sont évidemment tétanisés. Et John Simpson est alors donc allongé sur un brancard, rapatrié dans les vallées, finalement évacué vers, je crois que c'est Katmandou, opéré, sa jambe est sauvée,
Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est que il ne tiendra aucune rancœur à son ami. Et il lui dira, écoute, à ta place, j'aurais fait pareil. Et alors, là où l'histoire est intéressante aussi, c'est que quelques années plus tard, ce Joy Simpson reprend son activité d'alpiniste et il monte sur l'Eiger. Et là, il est dégoûté de la haute montagne le jour où il voit devant ses yeux une cordée d'alpinistes allemands, je crois, ou coréens, tomber, faire une chute mortelle et disparaître dans la neige. Il décide ce jour-là que pour lui l'aventure est finie et qu'il se consacrera à l'écriture plutôt qu'à grimper des sommets impossibles, où effectivement là c'est un jeu avec la mort, parce qu'on peut dire qu'on risque de mourir quand on risque toujours de tomber dans une crevasse, mais dans ces conditions d'extrême difficulté, la mort est présente à chaque instant. Donc l'histoire est magnifique, elle a donné lieu à un film, mais la montagne est pleine de héros tragiques qui ont mis leur existence en jeu. Mais en général, dans un accident en haute montagne, on ne réchappe pas. À part vous l'avez peut-être remarqué, à part ce savant suisse qui, à l'âge de 20 ans, fait une chute mortelle, en principe, en haut d'une montagne qui n'est pas très haute, qui est au-dessus de Berne, enfin, dans le Berland bernois, et il glisse, et pendant le bref temps de la glissade, il voit toute sa vie. Il a 22 ans, donc il voit ses parents, il voit sa fiancée, ses frères et sœurs, et il est miraculeusement sauvé par une épaisseur de neige qui s'est accumulée là. Et donc, ensuite, sa vie durant, on le verra comme un miraculé. Il y a quelqu'un qui a défié la mort et qui est donc riche d'une expérience que peu d'hommes avant lui ont accumulée. Et donc, voilà, les miracles existent. Enfin, il ne faut pas tenter le diable. Quand on grimpe, il faut être prudent. Voilà. Merci infiniment.